Alors maintenant, l'espace. L'espace en lui-même. On a parlé de mesure. On a parlé de mesure, on a pris le mètre étalon. Eh bien, l'espace le plus simple, celui qui vraiment donc, a été dans le temps, c'est l'espace d'Euclide. Espace euclidien. D'accord. Alors, Euclide, Qui est Euclide justement? Et voilà. quelle est sa géométrie? Et voilà. Donc, Euclide, donc, on va dire, c'est un penseur. On va même dire maintenant un géomètre donc grec. Hein. Et Euclide, c'est simplement, donc une personne qui a dit, voilà, si je veux représenter un triangle, si je veux représenter un cercle, un carré, un rectangle, eh bien Euclide, c'est ce qu'on appelle l'espace plat. L'espace plat, de dire, oui, mais alors, où est le problème? Ben, c'est qu'il y a des espaces qui sont courbes. Et on n'est pas dans les espaces courbes. Avec Euclide, on est dans les espaces plats. Si je tiens ma feuille A4 comme ceci, eh bien, je vais donc placer des droites et des angles. J'ai une certaine mesure. Pourquoi je suis dans le plan. Maintenant, si je fais ce même triangle sur une sphère, je n'aurai pas du tout les mêmes angles. Alors, l'espace euclidien, c'est vraiment l'espace le plus simple possible, qui n'a aucune déformation. Pour aller donc à l'essentiel. Hein. C'est l'espace qu'on va appeler maintenant l'espace classique. D'accord. Alors, on a compris qui était Euclide, sa géométrie. Vous parlez d'espace classique. Ça veut dire quoi exactement un espace classique? Est-ce qu'il y a d'autres vides? D'autres espaces. Oui, il y a d'autres espaces, d'autres vides. D'autres vides. Alors, on va regarder le mot espace, hein, puisque, Oui. voilà, donc, par définition, l'espace, c'est un contenant. Alors, en effet, il y a d'autres espaces qui ne sont pas classiques. Alors, on va citer quelques noms, et chaque espace en question ici aura ses propriétés. Eh bien, nous avons, un peu dans un sens historique, nous avons ce qu'on appelle l'océan de Dirac. L'océan de Dirac. Nous avons le vide quantique. Nous avons, depuis quelques années, le champ de Higgs, qu'on a découvert donc à Genève. Nous avons l'énergie du vide. Alors, on va commencer par l'océan de Dirac. Alors, l'océan de Dirac, pour l'instant, il faut se le concevoir comme étant un espace qui n'est pas du tout classique. Là, il va se passer des phénomènes très étranges. Alors, pour comprendre l'espace dans le sens de Dirac, il faut se situer dans un avion à très haute altitude. En général, c'est 10 km hein, pour tout avion. Et si je regarde l'océan, est-ce que je vois les vagues? Non. Donc, vu à 10 km d'auteur, cet océan semble uniforme. Uniforme, sans aucune discontinuité. Maintenant, je descends. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que je vais observer? Bien, je vais observer qu'il va y avoir des mouvements. Il va y avoir des oscillations. Je vais descendre encore. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir les vagues. Voire même après de l'écume. Et arrivé à l'écume, bien nous arrivons à ce qu'on appelle le vide quantique. C'est-à-dire que, aussi bien à 10 km, c'était relativement calme. D'ailleurs, nous, quand on regarde autour de nous l'espace, hein, il nous semble, on parle, bien sûr, il n'y a pas de vent. Hein, il n'y a pas de vent et l'espace nous semble calme, au repos. Alors qu'en réalité, si on faisait un zoom sur l'espace qui nous entoure, ça bouge. Tout comme cet océan qui à 10 km nous semblait uniforme, calme, eh bien on va dire à 50 mètres de haut, bien là on se rend compte que ça bouge. Il y a des vagues, il y a des éclaboussures, de l'écume. Eh bien l'espace à cette échelle-là, à l'échelle on va dire atomique, eh bien ça bouge. Alors que nous on ne voit rien. Donc finalement cet espace-là, il est turbulent. D'accord. L'espace, mais ce qu'on parle ici d'espace non classique. Non classique, oui. Et nous vivons dans un espace non classique. Surtout depuis qu'on a découvert l'atome, les molécules. Donc l'espace qui nous entoure, pour résumer, c'est un espace turbulent. Tout dépend maintenant à quelle échelle on le regarde. Alors vous nous avez parlé de l'océan de Dirac. Qui était Dirac? Alors Dirac,
un grand physicien. Oui. Tout à l'heure on a parlé d'Euclide, donc un grand géomètre. Hein. Là nous sommes maintenant plutôt au XXe siècle. Alors avec Dirac, eh bien, nous avons un physicien, prix Nobel, qui lui a travaillé justement sur cet espace plein de fluctuations. Et c'est grâce à lui qu'on a eu l'hypothèse de l'antimatière. Hypothèse, il dit mais s'il y a le jour, il y a la nuit, hein, s'il y a le blanc, il y a le noir. Et s'il y a la matière. Voilà, et la matière, l'antimatière. Donc toujours une idée de miroir. On en a parlé dans une première vidéo, un petit peu par rapport à l'univers. Donc il s'est dit voilà, s'il y a la matière, il y a l'antimatière. Mais c'était une hypothèse. Hein. Et quelques années après, eh bien, l'antimatière a été observée. Et bien sûr, prix Nobel, etc., etc., etc. Donc c'est un grand physicien, d'où l'appellation de l'espace donc turbulent, de l'espace quantique, hein, qu'on appelait l'océan de Dirac. Où dans cet océan, justement, il y a, et c'est ça que c'est intéressant, il y a apparition et disparition d'une manière très 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 rapide de matière et d'antimatière. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui se sépare en deux, mais qui se recoupe de nouveau. Donc apparition, disparition, apparition, disparition. Et ça se fait en continu, dans l'espace de l'océan de Dirac. Alors, maintenant sur l'espace. L'espace, il faut bien mettre les mots bien à leur place, parce qu'on parle de vide, on parle de néant. Quelle est la différence entre le vide et le néant? Alors, c'est vrai que nous avons un français qui est très riche dans les mots. Hein. Alors, on va commencer par le plus simple. Si je parle de néant, ben, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien. Le néant, c'est, je vais faire un pléonasme, le néant, c'est l'absence de tout. De tout, mais vraiment de tout. Par contre, le vide, on l'utilise, nous surtout en physique, pour dire attention, le vide, il n'est pas si vide que ça. D'ailleurs, nous-mêmes, quand on prend une pompe à vide pour faire du vide, qu'est-ce qu'on fait? On prend une enceinte, on prend une pompe et on essaie d'enlever ce qu'il y a. Mais en réalité, il reste toujours des traces. Eh bien, le vide, c'est ça. Le vide, on ne peut pas le rendre à zéro. En somme, on ne peut pas transformer le vide en néant. D'accord. Le vide nous dira toujours, il reste quelque chose. On revient sur l'océan de Dirac. Donc cet océan de Dirac, il est très potentiel. Très potentiel. Et ce qui nous donne maintenant un espace donc, qui est dynamique, très riche, puisqu'il contient en lui-même matière et antimatière, et on peut encore en ajouter d'autres, puisque là, sur ces propriétés-là, on va en ajouter d'autres. Parce que jusqu'à maintenant, à part Dirac, on n'a qu'une seule preuve, hein, c'est la présence d'antimatière. Matière, antimatière, qui apparaissent et qui disparaissent. On appelle ça des coupes virtuelles. C'est-à-dire que c'est tellement fugace que nous, on ne les voit pas. Mais elles sont là. Et on a des moyens de savoir comment elles sont là. D'accord. Et on a des preuves que le vide quantique est plein de potentiel? Voilà, ben c'est ça. Alors, on a des moyens, parce que c'est vrai qu'à l'œil nu, il est hors de question de penser que ce vide est plein de potentiel. Hein. Donc nous avons des moyens, bien sûr, on avait toujours des hypothèses, hein. On a des preuves que le vide quantique est plein de potentiel. Alors nous avons, par exemple, l'effet Casimir. Oui. Qui n'a rien à voir avec, pourquoi pas, bon, à la limite. L'effet Casimir et l'effet Lamb. Alors, qu'est-ce que l'effet Casimir? L'effet Casimir, c'est... alors, on va faire l'hypothèse où notre vide, c'est plutôt un rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Je prends deux plaques que je rapproche l'une de l'autre, et au fur et à mesure que ces deux plaques s'approchent, bien, on se rend compte qu'il y a une attirance qui se fait d'une manière assez rapide lorsque la distance devient de plus en plus courte. Alors, comment on explique cette attirance rapide? Ça n'a rien à voir avec la gravitation, parce que c'est vrai que les deux plaques, il y a une masse, elles s'attirent l'une et l'autre. Ça n'a rien à voir avec la gravitation, parce que les équations de la gravitation donnent une valeur qui n'a rien à voir avec l'équation de l'effet Casimir.
Donc on s'est dit, il y a quelque chose d'autre en plus que la gravitation. Alors à partir de là, eh bien, l'effet Casimir, ça s'explique tout simplement que si j'ai mes deux mains donc, rapprochées comme ceci, il y a plus de pression à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque là je réduis le volume. Donc en réduisant le volume, je réduis la pression. Alors qu'à l'extérieur, le volume est bien plus grand, ce qui fait que la pression extérieure fait que les deux plaques, à un moment donné, paf, elles collent. Donc ça veut dire que finalement, qu'il y a bien deux pressions différentes, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Alors que normalement, si le vide serait vraiment du néant, il n'y a aucune raison que les deux plaques, tout d'un coup, elles se touchent. Voilà, on les fera toucher à un moment donné quand on veut. Alors que là, à un moment donné, paf, les deux plaques se touchent. Comme s'il y avait une attirance qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la gravitation universelle. Ensuite, nous avons... Donc, s'il y a une pression, c'est qu'il y a quelque chose. Le vent crée une pression, ben, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pression. Alors maintenant, nous avons l'effet Lamb. Alors l'effet Lamb, lui, c'est quoi? Eh bien, on prend l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est quoi? Un proton, charge positive, et un électron, charge négative. Et on étudie l'électron dans l'espace. On fait l'hypothèse qu'on ne sait pas de quoi est fait l'espace. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que l'électron, en tournant autour du noyau, il effectue une danse. Il oscille, il vibre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a appelé la danse de l'électron. Pourquoi cet électron, il est dérangé? Ben, il est dérangé parce qu'il est entouré de ces fameuses particules, ou ces fameux couples virtuels qui apparaissent et qui disparaissent, et qui du coup dérangent l'électron. Et l'électron effectue cette petite danse autour du proton. Et cet effet Lamb donc, a été donc observé en 1947. L'effet Casimir en 1948. C'est facile à retenir puisque à un an près, voilà, on a eu l'effet Lamb en premier et l'effet Casimir un an après. Donc 1947-1948. Donc cette fameuse danse de l'électron est la preuve que l'espace dérange l'électron. Alors on peut s'imaginer qu'on est par exemple seul. Ben, si on est seul, personne ne nous dérange. Mais si je m'approche d'une foule, automatiquement je vais être dérangé. Or cet électron, il est plongé dans une foule de couples virtuels. Sinon, il aurait sa trajectoire normale, on va dire, autour du noyau, sans être perturbé par, quoique une danse, ce n'est pas une perturbation tant que ça. Hein? Voilà, est-ce que j'ai répondu un peu à votre question sur les preuves que le vide est plein potentiel, et ce potentiel, on peut même y ajouter maintenant, de couples virtuels, matière, antimatière, bien sûr à l'échelle subatomique. Hein. Très bien. Alors, Monsieur Cosentino, outre l'effet Lamb et Casimir, est-ce qu'on a des preuves que le vide est plein de potentiel? Oui, on va en ajouter une troisième, qu'on appelle donc le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui se traduit tout simplement par le produit entre l'énergie et le temps. Et le résultat, il est toujours supérieur à une certaine valeur qu'on appelle la constante de Planck. D'accord. Ce qui veut dire en quelques mots que dans cette, qui en même temps est aussi une équation, si j'augmente l'énergie, il faut que je diminue le temps. Oui. Si j'augmente le temps, ben, je vais réduire l'énergie. Donc on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné choisir. Qu'est-ce que je fais? Je joue sur l'énergie ou je joue sur la durée? Alors, ça veut dire quoi en d'autres mots? Avec cette équation, on a parlé de ces fameux couples virtuels de matière et d'antimatière qui s'annihilent constamment. Alors, dans l'hypothèse où, bien sûr, on a un couple virtuel qui se sépare légèrement, il suffit d'appliquer de l'énergie par un champ électromagnétique, par un champ, quel qu'il soit, pour que ce soit de l'énergie. Si cette énergie est suffisante, on va perturber ce couple, on va le séparer. Donc l'un va aller à gauche, l'autre va aller à droite. Et là, on aura l'apparition de la matière et de l'antimatière. Alors qu'avant, ce couple virtuel, c'est apparition-disparition, le bilan est 0. Donc on ne voit aucune apparition de nouvelle matière. Donc là, il peut y avoir l'apparition de la matière. Si on arrive à polariser le vide, puisqu'il est plein de potentiel, il faut à tout prix y appliquer une énergie
donc, qui est conséquente pour qu'on puisse les séparer. Et ce principe s'appelle donc la polarisation du vide. On peut polariser le vide. C'est-à-dire qu'à l'œil, on ne voit rien, tout d'un coup, on peut voir apparaître de la matière. Ça peut paraître surprenant, alors qu'on sait que d'après ce principe d'incertitude d'Eisenberg, c'est tout à fait naturel. Alors maintenant, le vide, on peut le comparer à une banque eh bien, dont elle a un potentiel donc, au niveau donc, financier. Et cette banque est un peu spéciale. Plus on va lui demander une énergie importante, plus il faut rendre cette énergie dans des temps très courts. En somme, plus j'emprunte beaucoup, plus je dois rendre dans des temps très brefs. C'est une banque un peu spéciale. Elle ne fait pas de sentiments, elle. Hein. Comme toutes les banques. Alors, maintenant, dans tout ça, on a parlé de l'effet lampe, on a parlé de l'effet Casimir, on a parlé ici donc de le principe d'incertitude d'Eisenberg. Eh bien, on se rend compte que finalement, l'espace, le vide quantique, il n'est pas linéaire, il n'est pas continu. On revient sur cet océan de Dirac, il y a tout le temps des mouvements. Il y a tout le temps des mouvements. Et quel est donc le plus petit de ces mouvements, on va dire comme ça? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'espace granuleux. Donc granuleux, quand on regarde le sol, il est granuleux. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits constituants. Il n'est pas lisse. Oui. Ce n'est pas un goudron ou une patinoire. Oui. C'est granuleux. Donc l'espace est granuleux. D'accord. Et vous entendez quoi par granuleux? C'est quoi ces dimensions granulaires? Eh bien, ces dimensions, très bonne question. Ces dimensions granulaires, eh bien, la question est plutôt quelle est la plus petite de ces dimensions? Jusqu'où on peut descendre dans le subatomique pour dire voilà, nous arrivons aux limites des perturbations. Eh bien, cette dimension granulaire la plus petite possible, qui a un sens en physique, c'est la longueur de Planck, qui a une valeur de 1,62, si on veut les détails, hein, 1,62 qui multiplie 10 puissance moins 35 mètres. En d'autres termes, je mets ici 0, virgule, et je mets 4 zéros à la file et 1. Et 1 à la fin. Ouais. Est-ce que ça a une signification pour nous? Mais c'est les caractéristiques physiques de l'espace-temps granulaire. D'accord, très bien. Donc, pour l'espace, l'émission arrive à sa fin. L'émission arrive à sa fin, juste pour dire que voilà, nous avons un espace granulaire et non pas un espace continu. D'accord. Et on s'en servira après dans la physique du Big Bang, parce qu'on va retrouver les dimensions de Planck. Mais ça, on le verra plus tard, dans d'autres émissions. Hein. Tout à fait.